Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et exceptionnellement ce jeudi. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui, nous allons parler du projet de construction du réacteur nucléaire Astrid, dit de 4e génération. Ce réacteur expérimental à neutrons rapides de 600 MW se situe dans la droite ligne des réacteurs Phénix et Super Phénix et doit être mis en marche au début des années 2020. Astrid devrait, selon son maître d'ouvrage, le Commissariat à l'énergie atomique, entrer en phase industrielle de production d'électricité en 2040, et ce pour une durée de 60 ans. Ce projet fait partie intégrante de la loi Bataille sur les déchets nucléaires, une loi qui avait été votée en 1991 et réactualisée en juin 2006. Cette loi prévoyait 3 grands axes pour la gestion des déchets radioactifs: la séparation, la transmutation, on y reviendra au cours de cette émission, et le stockage des déchets en France, ce qui se traduit par le projet d'enfouissement dans l'est de la France à Bure. Ce réacteur Astrid doit être implanté sur le site de Marcoule, dans le Gard, et a déjà bénéficié de 650 millions d'euros de financement au titre du grand emprunt pour la relance économique sous Nicolas Sarkozy, et promet d'être un véritable gouffre financier. La décision de poursuivre le projet Astrid avec une phase d'avant-projet détaillée doit être prise cette année. Nous pensons donc qu'il est urgent de tenter de s'y opposer. Et on va vous expliquer pourquoi. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Mathias Goldstein, membre du comité Stop Nogent et créateur et animateur du site Dissident Media, que nous vous recommandons tout particulièrement. Donc, Mathias, bonjour, tu nous entends ? Oui, bonjour, oui, je vous entends. C'est très bien, et nous on t'entend bien aussi, donc on est content. Mathias, on va rentrer dans le vif du sujet. Un réacteur à neutrons rapide, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais. Ils appellent ça aussi un surgénérateur, donc c'est quoi un surgénérateur ? C'est quoi aussi ? Alors, ce qu'on a en France actuellement, on a 58 réacteurs, on a des PWR, c'est des réacteurs à eau sous pression et qui fonctionnent de manière classique, c'est-à-dire qui brûlent de l'uranium enrichi. Qui brûle ? L'uranium... Oui. Ouais. Mm-hmm. Ils brûlent de l'uranium enrichi. D'accord. Le Super Phénix, enfin un surgénérateur, ça brûle pas de l'uranium, ça brûle du plutonium. Le plutonium, c'est un déchet qu'on obtient quand on fait brûler du combustible dans les centrales classiques, par exemple dans nos 58 réacteurs. Une fois que le combustible est brûlé, il y a du plutonium. Donc le plutonium, c'est un déchet des centrales classiques et c'est ce qui permet de faire des bombes atomiques. Donc l'utilisation du plutonium, c'est les bombes atomiques et les surgénérateurs. Donc bon. Je sais, est-ce qu'on rentre plus dans le... Au fait, d'accord. C'est-à-dire que, alors un surgénérateur, parce que ça c'est un peu ce qu'on essaye de nous vendre là, c'est que ça utiliserait du plutonium comme carburant, mais en même temps ça en produirait. Est-ce que c'est... Ouais. Oui. Alors c'est en même temps, disons, c'est en même temps vrai et faux. Ah. Alors, l'intérêt du surgénérateur, c'est qu'une fois qu'on a fait fonctionner tout un tas de réacteurs classiques comme on en a en France et comme il y en a dans le monde, il y a à peu près 430 réacteurs et la plupart sont des réacteurs classiques, on obtient donc des déchets et dans ces déchets, on a du plutonium.
Et en France, on a lancé la Hague pour faire du recyclage, c'est-à-dire que on trie les déchets, on prend d'un côté, il y aura de l'uranium qui sera un peu réutilisable et surtout, on sort du plutonium. Ce plutonium peut évidemment resservir pour les surgénérateurs. C'est ça l'idée. C'est une fois qu'on aura fait fonctionner, enfin c'était l'idée de base, une fois qu'on aura fait fonctionner un certain nombre de réacteurs classiques, on aura du plutonium et ce plutonium, on va pouvoir le valoriser. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'uranium qu'on trouve dans les mines, l'uranium naturel, il est composé alors c'est un peu compliqué, hein, il y a du 238 qui est de l'uranium qui n'est pas fissible, c'est-à-dire qui ne peut pas servir pour la réaction atomique, mais qui, alors après on verra, il est fertile. Donc il y a l'uranium 238 et l'uranium 235. Ce qu'on utilise pour faire marcher les réacteurs classiques, c'est le 235. Oui. Donc on prend le minerai, on le trie, et on a besoin de ce 235. Ce 235, il y en a 0,7% à peu près dans le minerai. Donc il y en a très peu. Donc du coup, pour faire fonctionner les centrales classiques, on a beaucoup de déchets d'uranium. C'est ce qu'on appelle l'uranium appauvri, dont on ne sait plus trop quoi faire. On en stocke, je crois, à peu près 200 000 tonnes à Bessines. Donc de par le fonctionnement de ces réacteurs classiques, on a avant, comment dire, quand on fabrique le carburant, on a déjà du déchet en uranium appauvri. Une fois que le carburant a fonctionné, a été brûlé dans les réacteurs, on a du plutonium. Ce plutonium, on l'extrait à la Hague, et voilà, comme par hasard, pour faire fonctionner un surgénérateur, il faut de l'uranium appauvri, du 238, et du plutonium. Donc l'idée, c'est on utilise ces déchets pour faire fonctionner le réacteur, et en plus, donc le surgénérateur, il dit qu'il surgénère, c'est-à-dire qu'il régénère son propre combustible. En fait, il fonctionne avec des neutrons rapides, et en fait, l'uranium appauvri, l'uranium 238, il capte un neutron, ça devient du 239, et le 239, c'est du plutonium. C'est-à-dire que le fonctionnement même du surgénérateur fait qu'il fabrique une partie de son combustible. On en met un peu au départ, enfin un peu, c'est beaucoup, hein. Par exemple, dans le cas de Superphénix, c'était quand même à peu près 5 tonnes de plutonium. Donc on met du plutonium, on amorce la réaction, et au fur et à mesure que le réacteur fonctionne, il crée à l'intérieur de ses réserves, de son combustible, le plutonium qui sert à fissionner, etc. Donc il y a une bien meilleure utilisation, il y a un bien meilleur rendement par rapport à l'uranium qui est extrait de la Terre. Voilà, c'est ça l'idée. Ah, c'est ça l'idée, d'accord. Voilà. Alors, ensuite, donc c'est un réacteur à neutrons rapides, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, il ne faut pas de modérateur. Donc, on ne peut pas utiliser de l'eau. Donc, il faut un autre fluide. Et Ouais. dans le cas des surgénérateurs français, et ce sera le cas d'Astrid, on utilise du sodium. Hein, c'est ça, du sodium liquide. Liquide, ouais. Alors, on y reviendra là sur ce que ça représente le sodium comme danger. Voilà. Alors, pour les nucléocrates, un réacteur à neutrons rapides, hein, type Superphénix, Phénix ou Astrid, ça sert donc à produire de l'électricité. Ça servirait à produire de l'électricité. Ça sert effectivement, comme tu l'as dit, à gérer, entre guillemets, les stocks d'uranium appauvri, 270 000 tonnes en stock en France en 2010, et le plutonium, 80 tonnes quand même, alors qu'on sait qu'il faut 8 kilos pour faire une bombe atomique, hein, c'est ça je crois. Ouais, même moins. Même moins, voilà. Et donc, pour eux, ça servirait aussi à éliminer les déchets. Alors là, je vais citer, tout le long de l'émission, je vais citer des petites perles. Là, on était allé à une conférence organisée. Oui. Je vais t'arrêter. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux utilisations des déchets. La première utilisation, c'est on utilise déjà ce qu'on a de stock de plutonium et d'uranium appauvri qui sont déjà des déchets. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, ils les considèrent comme des stocks stratégiques. C'est-à-dire que c'est pas compté dans nos déchets parce que justement, comme on a en prévision de faire des surgénérateurs, ce sera le carburant des réacteurs de l'avenir. Et pour l'instant, tant qu'on n'a pas de surgénérateur qui fonctionne, et jusqu'à maintenant les surgénérateurs n'ont jamais fonctionné, ça devrait être aussi considéré comme des déchets. Oui.
Voilà. Donc c'est une Donc magouille, c'est quoi. déjà un premier lot de déchets, quoi. Et alors, donc, ça, c'est la petite perle donc, de Mhm. Monsieur Lecause, responsable du projet Astrid au commissariat à l'énergie atomique. Et donc, pendant une conférence en novembre 2012 à laquelle on a assisté, qui était organisée par la Société française d'énergie nucléaire, inutile de dire qu'ils sont complètement pro-nucléaire, Mhm. Monsieur Lecause nous dit, je le cite, la loi de 2006 impose qu'on doive mettre en service un prototype industriel capable de prouver la transmutation des déchets radioactifs à long terme, c'est-à-dire l'élimination de ces déchets en réacteurs nucléaires. Alors moi, je me demande comment un chef de projet peut parler d'élimination des déchets. Ça s'élimine Alors, pas un déchet nucléaire? non, mais ça peut se transformer. Alors, ce qui est assez fantastique, c'est qu'il a besoin d'un nouvel appareil pour prouver que la transmutation est possible. Alors qu'en fait, ça fait déjà 30 à 40 ans qu'on sait que c'est possible. C'est-à-dire que ça a déjà été réalisé aux États-Unis par des militaires Ouais. sur des déchets militaires, sur des très très petites quantités. En fait, le truc, c'est qu'on prend la matière nucléaire, on la bombarde de neutrons. C'est en général des éléments lourds. On arrive à les casser et on obtient au final des matières qui sont très radioactives, mais pour une durée beaucoup plus courte. D'accord, c'est Donc ça. on Ouais. transforme des déchets à très long terme, genre des centaines de milliers d'années, en des déchets pour les nucléocrates à court terme, c'est quelques siècles, quoi. Donc ils y voient un avantage assez fantastique. Effectivement, on n'a pas à surveiller des déchets au-delà de 100 000 ans ou 200 000 ans ou plus, mais juste quelques siècles. Alors, ça les élimine pas, ça les transforme. Bah oui. Voilà, hein, on est bien d'accord. On est C'est- d'accord. Et on sait que ça ne peut être fait que sur des petites quantités. C'est-à-dire, si on voulait le faire de manière industrielle, si on voulait, par exemple, transmuter tous les déchets issus du combustible de un réacteur, eh ben, on sait qu'il faudrait probablement alimenter le futur réacteur avec une centrale nucléaire. C'est-à-dire qu'il faudrait dépenser l'énergie d'une nouvelle centrale nucléaire pour transformer le combustible usé d'une autre. D'accord, C'est à peu près ça la proportion. d'accord. Euh, alors oui, effectivement, la transmutation, hein, c'est de transformer des éléments radioactifs en éléments, alors j'ai trouvé ça, je sais plus, comme définition, en éléments stables ou de périodes plus courtes, hein, voilà. Et Oui, il y a alors des... ce sera plus court, hein. Stable, il n'y en aura presque pas, quoi. Ouais, mais alors, je voyais qu'on pourrait transmuter des choses comme le neptunium, qui a une période de vie de 2 millions d'années. Voilà, hein, c'est C'est intéressant. génial. Ouais. Et on le transforme en quelque chose qui aura une durée de vie de combien de milliers d'années? Je sais pas, j'ai pas les Bon. chiffres. Non, mais c'est vrai, on voit que c'est un progrès fantastique. Ouais. Moi, j'avoue, je suis admiratif. Bon, alors, en fait, là maintenant, on pourrait peut-être, nous, on sait que ce projet, c'est un vrai, enfin, c'est extrêmement dangereux, hein. Alors, il y a d'abord les dangers du sodium. Hein. Alors là, on va reciter Monsieur Lecause pendant sa conférence. Moi, en sortant de la conférence, hein, j'avais vraiment la trouille, hein, parce qu'il n'était même pas persuadé lui-même de ce qu'il était en train de raconter, je crois. Alors, je le cite. Et donc, il était la personne idéale pour lancer un projet pareil. Voilà, tout à fait. Il faut absolument quelqu'un d'incompétent. S'il était conscient des risques, il ne le ferait pas. Donc, il faut absolument un imbécile à la tête d'un projet pharaonique comme ça. Bon, donc, je le cite. En termes de sûreté, on veut se caler au meilleur niveau disponible. Bon, déjà, ça me fait peur, mais il faut intégrer l'expérience de Fukushima, ce qui signifie qu'il faudra faire des progrès significatifs sur les points faibles des réacteurs à sodium, en particulier l'affinité du sodium avec l'oxygène. Alors je trouve que le terme est bien choisi, d'affinité. Alors qu'est-ce qui se passe en fait quand le sodium est en présence d'oxygène? Bah, c'est une super affinité, c'est-à-dire qu'il se met à brûler dans l'air et il explose au contact de l'eau. Donc Oui. c'est une affinité très très destructrice. Ouais, alors, il Et poursuit... surtout, s'il veut y remédier, c'est assez fantastique. C'est-à-dire qu'il va falloir changer les propriétés chimiques des éléments. C'est vraiment quelqu'un qui est très, 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 très fort. Il est absolument à la bonne place en tant que chef de projet.
Donc, sur le sodium et le contact avec l'eau, il poursuit. Un des enjeux est de réduire les conséquences de la réaction sodium-eau, réaction chimique violente et exothermique, c'est-à-dire qui produit de la chaleur. Les enjeux forts, c'est de réduire la réaction sodium-eau, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas le faire, quoi. Ben non, c'est pas possible. Hein, donc, alors, une réaction très exothermique et très rapide, c'est une explosion, quoi. Voilà, hein, c'est bien ça, c'est une explosion, on est bien d'accord. Alors déjà, en 94, là, dans le réacteur Rhapsody, qui était un petit réacteur à neutrons rapides à Cadarache, il y a eu une explosion de sodium. Et malheureusement, ça a coûté la vie à l'ingénieur du CEA qui était spécialiste des feux de sodium. Donc, et là, surtout, c'était au moment du démantèlement. C'est-à-dire, c'était pas en service. Hein. Tout était arrêté. Et au moment où ils l'ont arrêté, ils ont réussi à faire une explosion qui a tué le spécialiste des feux de sodium. C'est un peu... Voilà. Alors, il nous explique aussi, ce monsieur, que le sodium... il y a un problème parce que le sodium est opaque. Alors, je le cite encore. « Il faut désormais rendre plus inspectables les composants et structures importantes pour la sûreté. On sait que le sodium rend les inspections difficiles. Le problème majeur sur ces inspections, c'est bien le circuit primaire, mais certaines techniques sont disponibles. Ces technologies ont bien évolué. » Hein, voilà, donc là encore, ils ne savent pas faire. Hein, on est bien... Oui, alors, il faut voir qu'au moment où on s'est lancé dans les surgénérateurs un peu gros en France, c'est-à-dire Phoenix et Super Phoenix, avant on avait fait deux petits trucs de recherche qui s'appelaient, je crois, Mazurka et Rhapsody. Oui, à Cadarache, ouais. Et donc c'était dans les années 66-67. Donc on est passé de tout petits trucs qui faisaient 20 MW et 40 MW à Super Phoenix, à Phoenix 250 et Super Phoenix 1200. Mais il faut voir qu'au moment où on saute ce pas, il y a déjà eu 7 surgénérateurs dans le monde, et que sur ces 7 surgénérateurs, il y en a déjà 3 qui ont eu des accidents graves, des accidents majeurs. C'est-à-dire, le premier américain EBR1, il a fondu partiellement, EBR2 aussi a fondu partiellement, et le troisième, c'est en URSS, et là, il y a eu carrément un feu de sodium. C'est-à-dire que au moment où on se lance, nous, dans Phoenix puis Super Phoenix, sur 7 surgénérateurs, il y en a presque la moitié qui ont eu des accidents graves. C'est une filière qui est c'est une filière qui n'a jamais marché. Et les autres qui ont été, en tout, je crois qu'il y a eu peut-être une dizaine ou une quinzaine de surgénérateurs dans le monde, ils n'ont fait qu'enchaîner les fuites de sodium, les incendies de sodium, les arrêts pour cause de fuite, et qu'on ne sait pas comment réparer, on ne sait pas récupérer le sodium, les trucs se coincent. On n'y a pas accès, en fait, parce que dès qu'on met de l'air dans le circuit, ça brûle. Et puis, si jamais il y a un feu, on ne sait pas l'éteindre. On ne sait pas éteindre un feu qui fasse plus que quelques dizaines de kilos. Et en plus, on ne peut pas mettre de l'eau dessus, puisque... Ah bah non, ça explose. Ça explose. Donc on ne sait pas l'éteindre, et par exemple, Super Phoenix, c'était 5500 tonnes de sodium. Donc c'est une filière qui a échoué. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les autres réacteurs, les 430 réacteurs, ont eu un certain nombre d'accidents et d'accidents majeurs. Il y en a eu 5 ou 6 accidents majeurs. Mais en tout cas, c'est sur 430. Là, on est dans une proportion jamais vue dans aucune filière industrielle. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas 1 sur 2 qui marche. Donc c'est vraiment l'avenir, oui. Alors, on parlait des accidents graves. Tout le même monsieur le cause. Alors là, je vous propose de l'écouter sur comment il va gérer les accidents graves. Ah, on n'entend pas. Les accidents graves, maintenant qu'on considère de plus en plus dans le design, on ne peut plus les éliminer. Dans le document WENRA dont je vous parlais il y a un instant, il est dit que de toute façon, il faut prendre un accident grave de détérioration du cœur, de fusion du cœur dans le design. On ne veut pas savoir les moyens de prévention pour éliminer cet accident. C'est un postulat, le cœur se met à fond, il faut se débrouiller avec.
Donc on a un certain nombre d'installations de logiciels et d'installations expérimentales qui sont en cours de développement pour pouvoir traiter les accidents graves et montrer qu'on sait les gérer avec l'objectif, comme là également ça fait partie des exigences de ce rapport ONRA, l'objectif est que quoi qu'il se passe dans la centrale, on n'ait aucune contre-mesure à prendre pour les populations à l'extérieur du site, ni confinement des populations, et encore moins évacuation de ces populations. Donc tout ce qui peut se passer doit rester à l'intérieur de la clôture du site sans aucune conséquence sur les populations. Voilà, ça fait partie également du cahier des charges pour les futurs acteurs. Alors, ça c'est quand même assez intéressant. Je vais juste moi redire. On a un certain nombre. Alors donc, ils sont conscients qu'il peut y avoir un accident grave. Ça c'est déjà pas mal. Mais on a un certain nombre d'installations de logiciels, d'installations expérimentales qui sont en cours de développement. Alors ça j'adore. C'est-à-dire que en fait ils savent pas les gérer les accidents graves. C'est comme d'habitude. Oui, je t'écoute. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus nier l'accident, évidemment, vu que toutes les centrales ont déjà eu des accidents. Mais alors, il faut voir qu'il y a quand même une particularité du surgénérateur. Le surgénérateur a une particularité commune avec la bombe atomique, c'est qu'il peut exploser. Donc c'est un truc assez particulier, c'est une histoire de seuil surcritique prompt, donc c'est un truc assez technique, mais c'est que selon la configuration, par exemple si tout le liquide de refroidissement fuit, il peut y avoir une succession d'explosions à l'intérieur du réacteur et qui sont des explosions atomiques. C'est des explosions de mauvaise qualité, hein, ça ne va pas avoir la puissance d'une bombe atomique. La première explosion, ça va être quelques kilos d'équivalent en TNT. Ça peut aller jusqu'à quelques tonnes d'équivalent en TNT, avec au fur et à mesure, alors quand le cœur est détruit, hein, mais alors quand le cœur est détruit dans une centrale nucléaire, on dit que la géométrie du cœur est modifiée. Hein, c'est toujours. Ouais. Et d'ailleurs, le surgénérateur, il n'explose pas comme une bombe atomique, il fait une excursion nucléaire, ça s'appelle. Mm-hmm. Hein, les mots sont toujours très soporifiques. Enfin, toi, ça doit calmer les gens. Donc en fait, un surgénérateur peut exploser comme une bombe atomique de très mauvaise qualité, parce qu'évidemment, la géométrie n'est pas faite pour que ça explose, c'est pas idéal, ça n'a pas été étudié pour. Mais donc, le surgénérateur, il a cette histoire de seuil surcritique prompt, c'est-à-dire un moment où la puissance double toutes les quelques microsecondes. Il a cette particularité d'avoir des excursions de puissance, c'est-à-dire un emballement du cœur extrêmement rapide, chose qu'il n'y a pas dans les autres réacteurs atomiques. Les autres réacteurs atomiques, les augmentations de puissance sont aussi assez rapides, enfin plus rapides que les dispositifs de sécurité, mais pas aussi rapides que ça. C'est-à-dire que le surgénérateur, c'est une bombe en puissance. Donc ça fera sauter toute l'installation. Hein, faut pas... Et donc, comme il nous le dit, ça restera bien à l'intérieur de la clôture du site. Non, sans conséquence sur les populations, hein, c'est ça? Non, ça c'est une blague, ça. On sait très bien qu'en fait, la première explosion, qui ne fera que quelques kilos de TNT, sera contenue, mais les explosions suivantes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, vont changer la modification, la géométrie du cœur, c'est-à-dire qu'on a très très peur en fait que l'explosion en fait sépare des masses qui sont sous-critiques et qu'au bout d'un moment, les masses qui sont séparées retomberont les unes sur les autres et là, de nouveau, on obtient une masse critique comme dans les premières bombes atomiques et boum, quoi. Donc ça fera une explosion qui fera voler en éclats le bâtiment réacteur, le dôme, la cuve, tout, quoi. Bon, bien. Enfin, monsieur Lecause nous explique que il y a des logiciels en cours de développement, donc ça devrait s'arranger tout ça. Il y a des jeux vidéo, ouais. Ouais, il y a des jeux vidéo sur les jeux vidéo. Non, mais ils font tout sur jeux vidéo, c'est bien. C'est exactement ça. Alors, après, juste pour rajouter un petit peu, évidemment, Marcoule, c'est une zone sismique. Hein, voilà. Alors, en fait, on peut se demander à quoi il joue, effectivement. Hein, Astrid, ça va servir à quoi? Puisque...
Alors, en fait, il existe un forum international de la génération 4. Alors, ce forum regroupe 13 membres, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, Euratom, la France, le Japon, la République de Corée du Sud, le Royaume-Uni et la Suisse. Et donc, ils travaillent tous sur des projets en fait concurrents de réacteurs à neutrons rapides, mais soit avec du sodium, comme la France, soit il y a des réacteurs rapides au plomb, des réacteurs rapides au gaz, réacteurs à très haute température, etc., etc. Et donc, j'ai un document là qui date de mai 2011. Monsieur Gaucher, qui est, je crois, qui était dans la même conférence avec Monsieur Lecause, qui est chef du programme Génération 4 au sein du CEA. Et donc, il est dit clairement, le cadre international de la coopération en matière de systèmes nucléaires de 4e génération et le GIF, dont l'objectif est la conduite des travaux de recherche et de développement nécessaires à la mise au point des systèmes nucléaires, répondant aux critères de durabilité de l'énergie nucléaire. Il regroupe à ce jour 13 membres. Ils reconnaissent l'importance du développement de systèmes futurs pour la production d'énergie nucléaire, ainsi que la nécessité à la fois de préserver au mieux l'environnement et de se prémunir contre les risques de prolifération. Alors ça, si c'est pas de la langue de bois, donc on voit bien que en fait, ça sert à continuer l'énergie nucléaire, même sur des gens qui veulent en sortir, comme la Suisse ou le Japon. Bon. Ça sert surtout pour eux à avoir de nouveau des crédits de recherche et à avoir toujours des scientifiques et des ingénieurs capables de faire des centrales. C'est-à-dire, si on arrête pendant trop longtemps de fabriquer des centrales, les techniciens et les ingénieurs partent à la retraite, et au bout d'un moment, on n'a plus le savoir-faire. C'est-à-dire que, par exemple, pour la France, c'était très important de faire l'EPR. Il n'y avait pas eu de centrale fabriquée depuis longtemps, et donc, au bout d'un moment, on perd pas la théorie, mais on perd la pratique. C'est-à-dire comment on fait pour souder les cuves, comment on fait pour faire fonctionner la chose. Parce que après, c'est un peu du bricolage. Après, il y a du savoir-faire. Et ce savoir-faire, on le perd. Le savoir-faire, pardon, ouais, excuse-moi. Le savoir bricoler pour empêcher qu'on pète dans tous les coins. Mais ce savoir-faire, on le perd. Donc pour eux, c'est très important d'avoir un objectif à long terme. Alors ils appellent ça la génération 4. Bon, alors après, on peut beaucoup rigoler sur la génération 4. Les générations, ça veut absolument rien dire. Bon, il faut savoir par exemple que le surgénérateur, donc là, le Astrid, ça va être un surgénérateur au sodium. Il faut savoir que les premiers surgénérateurs, ils sont apparus à la fin des années 40. Le premier a fonctionné, je crois que c'est en 46 aux États-Unis. Le deuxième a fonctionné, c'est en 54 en URSS. Et ils sont déjà plus ou moins au sodium. Et ils ont déjà plus ou moins les mêmes problèmes. Et c'est la même théorie, c'est le même principe. C'est-à-dire que dès l'aube du nucléaire, au moment où on expérimentait tout un tas de piles et de réacteurs différents, il y avait déjà ce surgénérateur. Ils étaient déjà là. Donc, au niveau des générations, ce qu'il faut voir, c'est la première génération en France de centrales, c'est les centrales à graphique gaz. Donc, c'est les premières piles qui ont servi. C'est là où je pense qu'il faut aussi revenir sur l'aspect nucléaire militaire. Hein. Non, on va pas avoir trop le temps. Là. Non, on n'a plus que 2 minutes. Il va falloir conclure. Merde, ça va être dur. Donc, en fait, la première génération, c'est les graphiques gaz. À la fin des années 60, EDF dit les graphiques gaz, qui sont des réacteurs en même temps civils et militaires, ça permet de faire du plutonium pour la bombe et ça fait un peu l'électricité, mais ça fait pas assez d'électricité, c'est pas bon. Donc on achète les licences Westinghouse pour faire les PWR. Donc ça c'est la deuxième génération, c'est les PWR, c'est les réacteurs haut pressurisés. Donc au début ils font 900 MW, puis on les fait grossir à 1300 MW, ensuite 1450 MW, c'est ce qu'on a actuellement de plus gros, c'est ce qu'on appelle le Palian 4. Donc c'est toujours cette deuxième génération, mais bien gonflée. Et le fameux EPR, c'est toujours cette même génération, mais encore une fois gonflée en puissance à 1650 MW. Donc quelque part, pour l'instant, il n'y a pas eu de génération 3. L'EPR, c'est pas une génération 3, c'est une génération, disons, 2+. C'est les plus gros dérivés de cette licence Westinghouse. Et donc là, évidemment, pour eux, il faut sauter un pas, il faut montrer que c'est l'avenir. Donc ça va être la génération 4.
Et en fait, qu'est-ce que c'est la génération 4? Eh bien, c'est on essaie de recycler l'idée du surgénérateur. Le surgénérateur, ça fait 70 ans qu'on en a, qu'on essaie d'en faire fonctionner dans le monde et que ça marche pas. C'est une filière qui a complètement échoué et qui, pour la France, constitue l'avenir. Et il faut voir que dans d'autres pays, ils ont d'autres projets pour la génération 4. Et des projets qui ne sont pas forcément meilleurs. Et donc, oui, enfin, le saut technologique, il consisterait à mettre un des cendriers pour récupérer le cœur fondu et de s'assurer qu'il n'y ait pas de chute d'avion. Voilà, c'est à peu près ça, le saut technologique. Alors, on va être obligé de conclure, je suis désolée, mais on va, en fait, donc, Astrid va pas servir à séparer, à transmuter, à éliminer des déchets. Il faut surtout pas croire ça. Ça produira peut-être de l'électricité, mais au prix de dangers extraordinaires, quoi. Et alors, donc il s'agit... Ça risque de produire à peu près comme Super Phoenix. Super Phoenix a été en fonctionnement approximatif pendant 10-11 ans et ça n'a produit que pendant une année de l'électricité en continu. Bien. Sur les 11 ans. Voilà, donc la ça... vraie révolution de ce truc, si ça pouvait fonctionner... un tiers du temps, un quart du temps, un dixième du temps. Enfin, là, pour l'instant, on est à un dixième du temps. Donc, si on améliore ça, c'est ça la révolution. C'est ça le saut qualitatif. Et alors, donc, nous, on se dit que c'est plutôt, il s'agit de transmettre une culture d'entreprise chez les nucléocrates et puis de pérenniser des études sur une filière qui ne marche pas et qui n'a jamais marché. Alors, tout ça pour avoir des budgets en recherche et développement, c'est-à-dire plus d'argent. Et alors, pour Astrid, ça c'est un peu urgent, là, parce que les décisions doivent être prises cette année. On sait que les lots d'ingénierie ont déjà été accordés, alors avec Bouygues, c'est les lots de collaboration avec Bouygues, Areva, partenariat avec EDF, alors même qu'il n'y a eu aucun débat public, aucune enquête publique de fait. Donc voilà, c'est sur un site sismique et on saura se souvenir de ce que M. Lecause nous a dit pendant cette conférence. Notre site de référence, c'est Marcoule, mais rien n'est décidé puisque de toute façon les règles démocratiques doivent s'appliquer avant de décider du choix d'un site. Voilà. Donc on vous invite les gens qui seraient intéressés à faire quelque chose contre ce projet, de nous contacter. Voilà, collectif-antinucléaire 13, c'est ça, collectif-antinucléaire 13 @orange.fr. Et puis Mathias, je te remercie. Puis vraiment, j'encourage tout le monde à aller sur ton site. C'est dissident.media.org, c'est ça? Oui. Je l'ai pu... Oui, voilà, enfin, on tape Dissident Media et on tombe... media.org/infonucléaire. Voilà, /infonucléaire, c'est un site extrêmement intéressant, extrêmement complet. Et puis, on va faire un peu de pub pour la coordination Stop Nucléaire, puisque nos deux collectifs font partie de cette coordination qui bouscule un peu les partis politiques et les militants antinucléaires institutionnalisés, on peut dire ça comme ça. Qui disent pas grand-chose sur la génération 4. Ils n'ont pas l'air d'être tout à fait opposés pour certains. Oui. Il faudra en reparler une autre fois. On en reparlera, oui. Bon, mais voilà, merci Sidi à la technique, et puis à dans 15 jours.